Terry Pratchett, Les Annales du Disque Monde, 3 sorcières. Avec en vedette 3 sorcières, ainsi que roi, dague, couronne, tempête, nain, chat, fantôme, spectre, primate, bandit, démon, forêt, oie, bouffon, tortue, troll, plateau tournant, grande liesse et diverses alarmes. Le vent hurlait. La foudre lardait le pays comme un assassin maladroit. Le tonnerre roulait en va-et-vient sur les collines sombres cinglées par la pluie. La nuit était aussi noire que l'intimité d'un chat. Une de ces nuits, peut-être, où les dieux manipulent les hommes comme des pions sur l'échiquier du destin. Au cœur des éléments déchaînés, parmi les bouquets d'ajoncs dégoulinants, luisait un feu, telle la folie dans l'œil d'une fouine. Il éclairait 3 silhouettes voûtées. Tandis que bouillonnait le chaudron, une voix effrayante crailla. « Quand nous revoyons-nous toutes les 3 ?» Une pause suivit. Enfin, une autre voix, beaucoup plus naturelle, répondit. « Ben moi, je peux mardi prochain. » Dans les profondeurs insondables de l'espace nage la grande atuine, la tortue stellaire dont le dos soutient les 4 éléphants géants qui portent sur leurs épaules la masse du disque monde. Un petit soleil et une petite lune tournent autour d'eux, sur une orbite biscornue, afin de générer des saisons, si bien que nulle part ailleurs dans le multivers, sûrement, un éléphant n'est parfois obligé de lever la patte pour laisser passer l'astre du jour. Le pourquoi de la chose, on ne le saura peut-être jamais. Possible que le créateur de l'univers, las de ces sempiternelles histoires d'inclinaison axiale, d'albédo et de vitesse de rotation, ait décidé pour une fois de rigoler un peu. Il est fort à parier que les dieux d'un tel monde ne jouent pas aux échecs, et c'est effectivement le cas. À vrai dire, aucun dieu, nulle part, ne joue aux échecs. Il manque d'imagination pour ça. Il préfère des jeux simples et méchants où l'on se rend directement à l'oubli sans passer par la case transcendance. Pour vous aider à comprendre la religion, sachez qu'un dieu trouve amusante l'idée d'un jeu de loi avec des dés chauffés à blanc. La magie, à la manière d'une colle, maintient le disque assemblé. Une magie née de la rotation du monde lui-même, une magie dévidée comme de la soie de la structure fondamentale de l'existence pour suturer les plaies de la réalité. On la trouve en grande partie dans les montagnes du Bélier, pour arriver, via un archipel tout en longueur, aux mers chaudes qui se déversent éternellement dans l'espace par-dessus bord. La magie brute crépite, invisible, de sommet en sommet et s'enfouit dans les montagnes. C'est le Bélier qui fournit au monde la plupart de ses sorcières et de ses mages. Dans ces montagnes, les feuilles des arbres s'agitent même en l'absence de vent. Les rochers font leur petite promenade du soir. Parfois, même le pays a l'air de vivre. Parfois, le ciel aussi. La tempête se donnait vraiment à fond. C'était l'occasion ou jamais. Elle avait passé des années à moisir en province, à jouer les secondes rafales, à se rôder, à prendre des contacts, de temps en temps à faire une entrée fracassante devant des bergers sans méfiance, ou à brûler les planches d'une malheureuse baraque. Voilà qu'une relâche dans la météo lui offrait la chance de tenir la vedette, et elle en rajoutait dans son rôle avec l'espoir qu'un gros climat la remarque. C'était une bonne tempête. Elle projetait son feu intérieur, elle s'exprimait avec passion, et les critiques le reconnurent. Pour peu qu'elle apprenne à mieux maîtriser son tonnerre, ce serait, d'ici quelques années, une tempête à suivre. Les bois éclatèrent en applaudissements, se remplirent de brume et de feuilles volant. En de pareilles nuits, les dieux, comme précédemment signalé, jouent à autre chose qu'aux échecs avec les destinées humaines et les trônes royaux. Il est important de se rappeler qu'ils trichent toujours, jusqu'au bout, et un carrosse roulait à tombeau ouvert sur la piste forestière accidentée. Il tressautait violemment à chaque fois que les roues rebondissaient sur des racines d'arbres.
Le cocher excitait son équipage, et les claquements de son fouet composaient un joli contrepoint au grondement de la tempête. Derrière, pas loin pour ne pas dire de plus en plus près, galopaient 3 cavaliers encapuchonnés. En de pareilles nuits s'accomplissent les mauvaises actions. Les bonnes aussi, c'est entendu, mais surtout les mauvaises, dans l'ensemble. En de pareilles nuits, les sorcières sont de sortie. Enfin, de sortie, d'accord, mais pas n'importe où, pas à l'étranger. Elles n'aiment pas ce qu'on y mange, on ne peut pas se fier à l'eau et les chamans monopolisent tout le temps les transats. Mais une pleine lune bataillait contre les nuages loqueteux et les bourrasques pleines de murmures sentaient la magie à plein nez. Dans leur clairière, au-dessus de la forêt, les sorcières tenaient la discussion suivante. « Mardi, moi je fais du babysitting », dit celle qui n'avait pas de chapeau, mais une crinière de boucles blanches si épaisse qu'on aurait dit un vieux casque. « Je garde le petit dernier de mon jason. Vendredi je peux. Dépêche-toi avec le thé, mignonne, je meurs de soif. » La plus jeune membre du trio poussa un soupir et transvasa à la louche un peu d'eau bouillante du chaudron dans la théière. La 3e sorcière lui tapota gentiment la main. « Tu l'as bien dit, » fit-elle. « Faut juste que tu travailles un peu plus tes aigus. Pas vrai, Nounouog ?»« Très efficace. Les aigus, moi, j'ai trouvé, » s'empressa de répondre Nounouog. « À ce que je vois, Bobonne pleurniche, qu'elle repose en paix, t'a bien aidé pour la loucherie. » « Une bonne loucherie, » abonda Mémé Siredutin. La sorcière Benjamine, du nom de Magra Gousse-d'Ail, se détendit considérablement. Elle témoignait envers Mémé Siredutin d'un respect mêlé de crainte. Mémé Siredutin avait la réputation, dans tout le bélier, de ne pas aimer grand-chose. Si elle la jugeait bonne, la loucherie de Magra, c'est que les yeux devaient lui remonter dans les trous de nez. À la différence des mages qui affectionnent par-dessus tout une hiérarchie compliquée, les sorcières ne se passionnent guère pour le côté structuré du plan de carrière. À chaque sorcière de recruter une jeune fille qui reprendra le secteur à sa mort. Par nature, les sorcières ne sont pas grégaires, du moins avec leurs consoeurs, et elles n'ont certainement pas de chef. Mais Messire du Temps était la mieux considérée des chefs qu'elle n'avait pas. Les mains de Magra tremblaient légèrement tandis qu'elle préparait le thé. Évidemment, elle était très flattée, mais aussi un peu angoissée de commencer une carrière de sorcière de village entre Mémé Siredutin et de l'autre côté de la forêt, Nounouog. C'est elle qui avait eu l'idée de former un convent local. Elle trouvait que ça faisait, disons, plus occulte. À son grand étonnement, les 2 vieilles avaient approuvé, ou plutôt n'avaient pas trop désapprouvé. « Un auvent » s'était étonné Nounouog. « Pourquoi donc ? On voudrait se joindre à un auvent. »« Elle veut dire un convent, Gita, » avait expliqué Mémé Siredutin. « Tu sais, comme dans les temps, une réunion. »« Une sauterie » avait fait Nounouog avec espoir. « Pas question de danser » avait prévenu Mémé. « Je suis contre les danses, contre les chansons aussi et contre ces histoires de se mettre dans tous ces états ou de faire les imbéciles avec des onguents ou des machins. » « Ça te fait du bien de sortir » avait dit joyeusement Nounou. Malgré sa déception de ne pas pouvoir danser, Magra se sentait soulagée d'avoir gardé pour elle 1 ou 2 autres idées qui lui trottaient en tête. Elle farfouilla dans le paquet qu'elle avait apporté. C'était son premier sabbat, et elle tenait à faire les choses bien. « Qui veut un pain au lait ?» proposa-t-elle. Mémé regarda fixement le sien avant de mordre dedans. Magra avait cuit des motifs de chauve-souris dessus. Leurs petits yeux, c'étaient des cassis. Le carrosse fonça à travers les arbres en lisière de forêt, roula quelques secondes sur 2 roues lorsqu'il heurta une pierre, se redressa contre toutes les lois de l'équilibre et reprit sa course grondante. Mais il allait moins vite à présent. La pente le ralentissait. Le cocher, debout à la façon d'un conducteur de char, repoussa les cheveux qui le gênaient et fouilla l'obscurité des yeux. Personne ne vivait dans ce coin, en plein cœur du bélier, mais une lumière brillait plus loin. Le ciel soit loué, il y avait une lumière là-bas. Une flèche se ficha dans le toit du carrosse derrière lui. Pendant ce temps, le roi Vérance, monarque de l'Ancre,
faisait une découverte. Comme la plupart des gens, en tout cas ceux en dessous de la soixantaine, Vérance n'avait pas beaucoup réfléchi à ce qui arrivait lorsqu'on mourait. Comme la plupart des gens depuis l'aube des temps, il présumait que tout ça devait finir par s'arranger. Et, comme la plupart des gens depuis l'aube des temps, voilà qu'il était mort. Pour tout dire, il gisait au pied d'un escalier de son château de l'Ancre, une dague dans le dos. Il se redressa en position assise et s'étonna. L'homme, qui de son avis ne pouvait être que lui-même, s'asseyait, mais, chose qui ressemblait fort à son corps, restait couché par terre. Plutôt pas mal le corps, soit dit en passant, maintenant qu'il le voyait de l'extérieur pour la première fois. S'il avait toujours eu un certain attachement pour lui, apparemment ce n'était plus le cas, il devait le reconnaître. Un corps solidement bâti, tout en muscles. Le roi en avait pris soin. Il l'avait pourvu d'une moustache et de longs cheveux bouclés. Il avait veillé à lui donner beaucoup d'exercices en plein air et quantité de viande rouge. Et voilà qu'au moment où il aurait pu lui servir, le dit corps le laissait tomber, ou plutôt le flanquait dehors. Pour couronner le tout, le roi devait s'accommoder de la grande silhouette décharnée debout près de lui. Une robe noire à capuchon la dissimulait presque entièrement, mais le bras qui émergeait des plis pour agripper une faux imposante était fait d'os. Quand on est mort, il est des choses qu'on reconnaît d'instinct. « Bonjour !» Vérance se releva de toute sa hauteur, ou de ce qui l'aurait été si cette part de lui-même à laquelle on aurait pu appliquer le mot hauteur ne gisait pas raide, par terre, face à un avenir où le mot profondeur convenait mieux. « Je suis roi, moi. Attention !» fit-il. « Vous étiez, votre majesté. »« Comment ?» aboya Vérance. « J'ai dit, vous étiez. On appelle ça l'imparfait. Vous allez vite vous habituer. » La haute silhouette tapota de ses doigts calcaires le manche de la faux. Visiblement, quelque chose la contrariait. À ce compte-là, songea Vérance, moi aussi. Mais les divers signaux en clair que lui transmettait la situation présente forçaient le passage même à travers la bêtise folle et téméraire qui composait l'essentiel de sa personnalité, et il comprenait que, dans l'espèce de royaume où il se trouvait désormais, ce n'était pas lui le roi. « Êtes-vous la mort, l'ami » hasarda-t-il. « J'ai beaucoup de noms. »« Lequel portez-vous en ce moment » demanda Vérance, un brin plus respectueux. Des gens leur grouillaient autour. À vrai dire, certains leur grouillaient à travers, comme des fantômes. « Oh, alors c'était Casquette !» ajouta distraitement le roi en avisant l'individu qui se tapissait avec un plaisir obscène en haut de l'escalier. « Mon père me disait de ne jamais lui tourner le dos. Pourquoi je ne suis pas en colère ?»« Les glandes. » lâcha la mort. « L'adrénaline, tout ça. Et les émotions. Vous n'en avez plus. Tout ce qui vous reste désormais, c'est la pensée. » La grande silhouette parut prendre une décision. « C'est très irrégulier. » poursuivit-elle comme pour elle-même. « Mais qui suis-je pour discuter ?»« Oui, qui ?»« Quoi ?»« Je dis oui, qui ?» La ferme. » La mort, le crâne penché, paraissait écouter une voix intérieure. Son capuchon retomba, et Feu le roi remarqua que la mort avait tout du squelette poli à un détail près. Ses orbites luisaient d'un bleu céleste. Vérance n'avait pas peur. Pourtant, non seulement parce qu'il a difficilement peur quand les éléments dont on a besoin pour se faire se rigidifient dans le voisinage, mais aussi parce qu'il n'avait jamais vraiment craint quoi que ce soit de son vivant et qu'il n'allait pas commencer maintenant. 2 explications à ça. D'abord, il manquait d'imagination. Ensuite, il comptait parmi ces rares individus parfaitement en phase dans le temps. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des gens. Ils vivent leur vie comme une sorte de flou temporel autour du point qu'ils occupent physiquement. Ils anticipent l'avenir ou s'accrochent au passé. D'ordinaire, ils se soucient tellement de ce qui va leur arriver après que le seul moment où ils découvrent ce qui leur arrive maintenant, c'est quand ils y repensent. La plupart des gens sont comme ça.
Ils apprennent la peur parce qu'ils peuvent effectivement affirmer, au niveau du subconscient, ce qui va leur arriver après. Ils le vivent déjà. Mais Vérance, lui, n'avait jamais vécu que pour le présent. Jusqu'à ce jour, en tout cas. La mort soupira. « J'imagine que personne ne vous a rien dit. » Hasarda-t-il. « Pardon ? Pas de pressentiment? De rêves bizarres? Pas de vieux devins fous qui vous ont crié quelque chose dans la rue? » À quel sujet ? Mon assassinat ? Non, j'imagine que non. Ce serait trop demandé. Fit la mort avec amertume. On me laisse tout le boulot. Qui ça ? Demanda Vérance déroutée. Le sort, le destin, à tous les autres. La mort posa une main sur l'épaule du roi. Pour tout dire, j'en ai peur. Vous allez devenir un fantôme. Oh ! Il baissa les yeux sur son corps, qui avait l'air parfaitement solide. Puis quelqu'un lui passa au travers. Ne vous rendez pas malade pour ça. Vérance regarda son cadavre raidi qu'on transportait respectueusement hors de la salle. « Je vais tâcher, dit-il. C'est bien. Mais je ne me sens pas d'attaque pour toutes ces histoires de draps blancs et de chaînes. Est-ce qu'il faudra que je me promène en gémissant et en criant ?» La mort haussa les épaules. « Vous en avez envie ? » fit-il. « Ah non !» Alors je ne m'embêterai pas avec ça, si j'étais vous. La mort sortit un sablier des replis de sa robe noire et l'examina attentivement. Maintenant, faut vraiment que j'y aille. Il fit demi-tour, se mit la faux sur l'épaule et se dirigea vers le mur pour sortir de la salle. « Dites ! Attendez !» s'écria Vérance en lui courant après. La mort ne tourna pas la tête. Vérance le suivit à travers le mur. C'était comme marcher dans du brouillard. « C'est tout ?» demanda-t-il. « Je veux dire, combien de temps je vais rester un fantôme ? Pourquoi je suis un fantôme ? Vous ne pouvez pas me laisser comme ça !» Il s'arrêta et brandit un doigt impérieux, légèrement transparent. « Stop ! Je vous l'ordonne !» La mort secoua tristement la tête et traversa le mur suivant. Le roi se dépêcha dans son sillage avec toute la dignité qu'il pouvait encore rassembler, et il le trouva qui tripotait les sangles d'un gros cheval blanc, debout sur les remparts. L'animal mangeait dans une musette. « Vous ne pouvez pas me laisser comme ça !» répéta-t-il malgré l'évidence. La mort se tourna vers lui. « Si, je peux, » dit-il. « Vous êtes un non-mort, vous voyez ? Les fantômes habitent un monde entre les vivants et les morts. Ce n'est pas moi qui m'en occupe. » Il tapota le roi sur l'épaule. « Ne vous inquiétez pas, » dit-il. « Ça ne durera pas une éternité. » Bon. « Ça vous paraîtra peut-être une éternité. » Combien de temps ça va vraiment durer ? Jusqu'à ce que vous ayez accompli votre destin, je présume. Et comment je vais savoir ce qui est mon destin ? Fit le roi au désespoir. Là, je ne peux pas vous aider. Je regrette. Allez, comment je peux le savoir ? Ces choses-là, en général, sont un jour ou l'autre évidentes, à ce que j'ai compris. Dit la mort qui bondit en selle. Et jusqu'à quand je dois hanter ce château ? Le roi Vérance considéra autour de lui les remparts livrés au courant d'air. Tout seul, j'imagine ? Personne ne me verra ? Aussi, ceux qui ont des dispositions de médium, les parents proches, et les chats, évidemment. J'ai horreur des chats. La figure de la mort se figea un peu plus, si possible. La lueur bleue dans ses orbites étincela rouge l'espace d'un instant. « Je vois, » dit-il. Le ton laissait entendre que le trépas était trop bon pour qui avait horreur des chats. « Vous aimez les très gros chiens, j'imagine. » Ah, à vrai dire, oui. Le roi contempla tristement l'aube. Ces chiens, ils allaient vraiment lui manquer. Et la journée s'annonçait si bonne pour la chasse. Il se demanda si les fantômes chassaient. Peu probable, se dit-il. Pas plus qu'ils ne mangeaient ni ne buvaient, d'ailleurs, et ça, c'était vraiment déprimant. Il aimait les grands banquets bruyants et il avait lampé plus d'une pinte de bonne bière.
et de mauvaise à la réflexion. La plupart du temps, il n'avait jamais su faire la différence avant le lendemain matin. Il flanqua un coup de pied découragé à une pierre et nota avec mélancolie qu'il passait carrément au travers. Pas de chasse, de beuverie, de ripaille, pas de ribote, pas de fauconnerie. Il lui vint à l'esprit que les plaisirs de la chair se restreignaient sans la chair. Soudain, la vie ne valait plus d'être vécue. Le fait qu'il ne la vive pas ne lui apportait aucun réconfort. Certains aiment ça, la condition de fantôme. Dit la mort. Fit Vérance sinistre. Ce n'est pas si affreux, je pense. Ils voient comment s'en sortent leurs descendants. Pardon ? Qu'est-ce qui vous prend ? Mais Vérance avait disparu dans le mur. Ne vous gênez pas pour moi, je vous en prie. Bougonna la mort. Il jeta autour de lui un regard capable de voir dans le temps, dans l'espace et dans l'âme humaine, et nota un glissement de terrain très loin en Klatch, un ouragan en terre d'Owonda, une peste à Ergen. Le boulot, marpotta-t-il, et il éperonna son cheval qui décolla dans le ciel. Vérance courut à travers les murs de son château. Ses pieds touchaient à peine le sol. En fait, l'inégalité du sol faisait qu'il ne le touchait parfois pas du tout. En tant que roi, il avait l'habitude de traiter les serviteurs comme s'ils n'existaient pas, et leur courir au travers revenait à peu près au même. La seule différence, c'est qu'ils ne s'écartaient pas. Vérance arriva à la nourricerie, vit la porte enfoncée, les draps qui traînaient, entendit le bruit des sabots. Il gagna la fenêtre, vit son propre cheval franchir à fond de train le portail ouvert entre les brancards du carrosse. Le martèlement des sabots retentit encore un moment sur les pavés, renvoyé par l'écho puis mourut. Le roi frappa l'appui de la fenêtre et son poing s'enfonça d'une main dans la pierre. Il s'élança alors dans le vide, sans daigner se soucier de chute. Descendit, moitié volant, moitié courant, à travers la cour et pénétra dans les écuries. 20 secondes lui suffirent pour constater qu'à la longue liste des choses interdites aux fantômes, il fallait ajouter l'équitation. Il réussit bien à monter en selle, ou du moins à chevaucher du vide juste au-dessus. Mais lorsque le cheval finit par s'emballer, terrifié au-delà de toute expression par les choses mystérieuses qui se passaient derrière ses oreilles, Vérance se retrouva assis à califourchon sur 1,50 m de rien. Il voulut courir et parvint au portail avant que l'air autour de lui ne s'épaississe jusqu'à la consistance du goudron. « Vous ne pouvez pas !» fit une voix triste et vieille derrière lui. « Il faut rester là où vous avez été tué. Hanté, c'est ça. Croyez-moi, j'en sais quelque chose. » Mais Messire du Temps marqua une pause, un deuxième petit pain à mi-chemin de sa bouche. « Il y a quelque chose qui vient, » dit-elle. « Vous avez des picotements dans les pouces ?» demanda sérieusement Magra. Elle avait beaucoup appris sur la sorcellerie dans les livres. « Des picotements dans les oreilles, » répondit Mémé. Elle leva les sourcils à l'intention de Nounou-Hog. La vieille bobonne pleurniche avait fait une excellente sorcière dans son genre, mais bien trop fantaisiste. Trop de fleurs, d'idées romantiques et tout ça. L'éclair suivant montra la lande qui s'étendait jusqu'à la forêt plus bas, mais la pluie sur la terre chaude d'été avait peuplé l'espace de spectres de brume. « Un galop de cheval ?» fit Nounou-Hog. « Personne monterait ici à une heure pareille ?» Magra fouilla les alentours d'un œil angoissé. Ici et là, sur la lande, se dressaient d'immenses menhirs dont les origines se perdaient dans la nuit des temps et qui menaient, disait-on, leur propre vie ambulante. Elle frissonna. « Qu'est-ce qu'il y a à craindre ?» parvint-elle à dire. « Nous !» répondit Mémé Sire du Temps avec suffisance. Le galop se rapprocha, ralentit. Puis d'entre les bosquets d'ajoncs émergea en ferraillant le carrosse dont les chevaux ne tenaient debout que par leur harnais. Le cocher bondit à terre, courut à la portière, prit un gros paquet à l'intérieur et fonça en direction du trio. Il avait parcouru la moitié de la distance sur la tourbe humide lorsqu'il s'arrêta et fixa Mémé Sire du Temps d'un air horrifié. « Ça va ?» dit-elle dans un murmure qui retentit au milieu des grondements
de la tempête aussi clairement qu'une cloche. Elle fit quelques pas dans sa direction et un éclair fort à propos lui permit de regarder directement dans les yeux de l'homme. Ils avaient cette fixité typique, pour qui détenait la connaissance, de ceux qui ne regardent plus rien en ce monde. Dans une ultime secousse, il fourra le paquet dans les bras de Mémé et bascula en avant. Les plumes d'un carreau d'arbalète lui ressortaient du dos. 3 silhouettes s'avancèrent dans la lumière du feu. Mémé leva la tête et croisa 2 autres yeux, aussi glacés que les pentes de l'enfer. Leur propriétaire rejeta son arbalète. Une cotte de maille étincela sous sa cape trempée lorsqu'il tira l'épée. Il ne la brandit pas. Les yeux, qui ne quittaient pas la figure de Mémé, n'étaient pas ceux d'un homme à s'encombrer de tels gestes. C'étaient ceux d'un homme à savoir exactement à quoi servent les épées. Il tendit la main. « Vous allez me le donner ?» dit-il. Mémé écarta d'un coup sec la couverture du paquet dans ses bras et baissa le regard sur un petit visage emmailloté de sommeil. Elle releva la tête. « Non » dit-elle par principe. Le soldat jeta un coup d'œil à Magra puis à Nunuog, toutes deux aussi immobiles que les menhirs de la lande. « Vous êtes des sorcières ?» fit-il. Mémé opina. Un éclair déchira le ciel et un buisson à 100 mètres s'épanouit en une gerbe de feu. Les 2 soldats derrière l'homme marmonnèrent quelque chose, mais il sourit et leva une main recouverte de mailles. « Est-ce que la peau des sorcières repousse l'acier ?» demanda-t-il. « Pas à ma connaissance, » répondit Mémé d'un ton uni. « Essayez toujours. » L'un des soldats fit un pas en avant et toucha prudemment le bras de l'homme. « Mon capitaine, sauve votre respect, mon capitaine, c'est pas une bonne idée. »« Silence !»« Mais ça porte terriblement malheur. Faut que je te le répète, mon capitaine !» fit le soldat. Ses yeux croisèrent ceux de la sorcière l'espace d'un instant et reflétèrent une horreur éperdue. Le chef sourit de toutes ses dents à Mémé, dont pas un muscle n'avait bougé. « Ta magie de paysan, c'est bon pour les simples d'esprit, mère de la nuit. Rien ne m'empêche de te pourfendre sur place. »« Alors pourfends donc, mon bonhomme !» fit Mémé qui lui regardait par-dessus l'épaule. « Si le cœur t'en dit, pourfends aussi fort que tu l'oses. » L'homme leva son épée. Un éclair fusa une fois de plus et fendit un rocher à quelques pas, remplissant l'atmosphère de fumée et d'une puanteur de silicium brûlé. « Raté !» dit-il d'un air avantageux, et Mémé vit ses muscles se bander alors qu'il se préparait à abattre l'épée. Une expression d'étonnement extrême lui passa sur la figure. Il pencha la tête de côté et ouvrit la bouche, comme s'il essayait de se faire à une nouvelle idée. L'épée lui tomba de la main et atterrit la pointe la première dans la tourbe. Puis il poussa un soupir et se replia, tout doucement, pour s'écrouler en tas aux pieds de Mémé. Elle lui donna un petit coup du bout de l'orteil. « Peut-être que tu savais pas ce que je visais, » murmura-t-elle. « Mère de la nuit ? Ah oui !» Le soldat qui avait voulu retenir le chef fixa avec horreur le poignard sanglant dans sa main et recula. « Je ne pouvais pas le laisser, il aurait pas dû, c'est pas bien de... » bredouilla-t-il. « T'es du pays, jeune homme ?» fit Mémé. Il tomba à genoux. « Loupdingnam !» répondit-il. Son regard revint sur le capitaine effondré. « Ils vont me tuer maintenant !» gémit-il. « Mais tu as fait ce que tu estimais juste !» dit Mémé. « Je suis pas devenu soldat pour ça, pas pour aller tuer des gens. »« Parfaitement. Si j'étais toi, je me ferais marin, » dit Mémé d'un air songeur. « Oui, une carrière navale. Je commencerai le plus tôt possible. Tout de suite même. File, bonhomme, file sur la mer. Elle garde pas de traces. Tu auras la vie longue et prospère, je te promets. » Elle parut réfléchir un moment, puis ajouta. « Du moins, sûrement plus longue que si tu restes à traîner dans le coin. » Il se releva, lui lança un regard de gratitude et de crainte mêlée, puis s'enfuit à toutes jambes dans la brume. « Et maintenant, on va peut-être nous dire à quoi ça rime tout ça ?» fit Mémé en se tournant vers le 3e homme. Vers la place qu'avait occupée le 3e homme. On entendit le martèlement de sabots au loin sur la tourbe, puis le silence. Nunuog s'avança en clopinant. « Je peux le rattraper ?» dit-elle. « Qu'est-ce que t'en penses ?» Mémé refusa de la tête.
Elle s'assit sur un rocher et regarda l'enfant dans ses bras. C'était un garçon âgé de 2 ans au plus, et tout nu sous la couverture. Elle le berça distraitement, les yeux dans le vide. Nunu-Hog examina les 2 cadavres avec l'air de celle à qui la toilette des morts ne fait pas peur. « C'était peut-être des bandits ?» dit Magra d'une voix tremblotante. Nounou secoua la tête. « Bizarre, fit-elle. Ils portent tous les 2 le même emblème. 2 ours sur un bouclier noir et or. Quelqu'un sait ce que ça veut dire ? » « C'est l'emblème du roi Vérance, dit Magra. « Qui c'est ?» demanda Mémé Sire du Temps. « Il gouverne le pays, répondit Magra. « Oh, ce roi-là !» fit Mémé comme si le sujet ne valait pas la peine qu'on s'y attarde. « Des soldats qui se battent entre eux, ça n'a pas de sens, dit Nunu-Hog. « Magra, va donc regarder dans la voiture. » La benjamine des sorcières fourragea dans la carrosserie et revint avec un sac. Elle le détourna et quelque chose tomba par terre avec un bruit sourd. La tempête était allée gronder sur l'autre versant de la montagne à présent, et la lune annonciatrice de pluie répandait un film gruau de lumière sur la lande humide. Elle se reflétait aussi sur ce qui était, sans la moindre doute, une couronne extrêmement importante. « C'est une couronne, dit Magra. Il y a plein de bouts pointus dessus. »« Oh, bon sang !» fit Mémé. L'enfant gazouilla dans son sommeil. Mémé Sire du Temps désapprouvait que l'on regarde dans l'avenir, mais elle sentait maintenant l'avenir qui la regardait elle. Elle n'aimait pas son expression « à l'avenir ».